Hey, what's up, guys? Guts MMA, on est back cette fois-ci pour UFC 323, dernier pay-per-view de l'année. Carte massive, carte incroyable à mon avis. Ça risque d'être excellent demain. Sinon, si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à lâcher un petit like, abonnez-vous à la chaîne. Si vous en voulez plus, ça se passe sur Instagram. Un petit peu plus de contenu, évidemment. Et si vous êtes des MMA degenerate comme moi, mais vous voulez avoir un petit edge sur le marché, savoir combien bêter, pourquoi vous bêtez, faire ça de façon un petit peu plus calculée, on va dire. Ça se passe sur Patreon. Fait que, that's it, guys. Également, si jamais il y a des combats qui vous intéressent plus que d'autres, il va y avoir des time frames dans la description juste en dessous. Donc, ça vous facilite la tâche. Il y a des combats qui vous intriguent un peu plus. It's the way. Donc, that's it. On va partir ça, tout le monde. En ouverture de carte, on a Muhammad Naimov qui va affronter Mayron Santos. Naimov qui est le underdog assez décent, je vous dirais. 31 ans, 145 livres, 5 et 9 et 70 pouces de portée. On a Mayron Santos qui est un peu plus jeune, 25 ans, ou une petite jeunesse même. 5 et 7, donc un petit peu plus petit sur papier. Mais honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il fait 5 et 7. Je pense qu'il est un petit peu plus grand que ça. Et 72 pouces de reach, donc un petit peu plus de portée. Communauté qui est plus over Santos. Si on regarde ici, en commençant du côté de Naimov, donc Naimov, pour ceux qui ne connaissent pas, on l'a vu pour la première fois à Contender Series en 2020. Il a perdu. Il est retourné sur la scène régionale. Il a eu 3 victoires, une défaite, si je ne me trompe pas. Et il a sign up. Sign up. Sign up. Bref, il est allé à l'UFC short notice pour affronter Jamie Mullarkey. Donc, c'était un outsider, c'était un underdog. Et il a knocké Mullarkey au deuxième round. Mais on connaît Mullarkey, habite Chini. Il y a une historique de défaite par KO assez importante. Bon test ensuite contre Nathaniel Wood, un combattant qui est très doué et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Nathaniel Wood, par contre, qui est petit pour la division. Et Naimov qui a gagné, mais il a triché de toutes les façons possibles là, dans ce combat-là. Vous irez l'écouter si vous voulez voir de quoi je parle. Victoire par KO avec Silva, fine, ok. Felipe Lima, il a perdu sub au troisième round. Felipe Lima, qui est un jeune combattant, entre guillemets, je pense je ne sais plus de son âge, là, mais il n'est pas vieux. Très, très doué. Puis je pense que donner de la difficulté à Naimov dans ce combat-là, c'est vraiment l'explosion, la mobilité, la vitesse de réaction là, de Felipe Lima. J'ai l'impression que Naimov, souvent, il a l'avantage à ce niveau-là. C'est le combattant qui est le plus vite, on va dire, là, dans la cage. Puis cette fois-ci, écoutez, Felipe Lima, ça a été compétitif, premier, deuxième round. Mais troisième, Lima qui a trouvé l'ouverture assez rapidement là, pour la soumission. Mais tout de même, il l'a eu avec pas une tonne de résistance. Donc, des petits points d'interrogation, là, à mon avis, pour la bottom game, on va dire, de Mohamed Naimov. Ensuite, combat contre Canofli, gagné par décision. Tout de même perdu un round sur la carte d'un juge. Canofli qui n'est pas un combattant que je rate super high. Et puis contre Bogdan Grad, qu'on connaît, là, il s'est fait knocker une semaine et demie, 2 semaines, UFC Qatar. Combat compétitif contre Bogdan Grad, pour vrai, là, tout de même, Grad qui n'est pas nécessairement un piment, on va le dire comme ça, mais qui est définitivement pas un combattant élite. Puis il s'est fait outstrike, il s'est fait takedown 3 fois, il s'est fait contrôler pendant 5 minutes, donc not the best look. Puis écoutez, si c'était pas des gros moments, des spinning heel kicks qui touchent la cible clean, whatever, il aurait peut-être perdu ce combat-là, à mon avis. Donc écoutez, Mohamed Naimov, qui est un combattant, je dirais, complet, il a une base de taekwondo, on le voit souvent obtenir des takedowns. Peut-être pas la lutte la plus phénoménale, mais tout de même un combattant fort physiquement, ce qui l'aide pour les amener au sol. Donc, c'est comme ça que je le vois. Écoutez, puis l'autre côté, Mayron Santos, très talentueux, jeune prospect, 25 ans, encore green, on va se le dire. Seulement 3 combats là, au UFC. Donc, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il est sujet à faire des erreurs. Par contre, qu'est-ce que j'aime de Mayron Santos, c'est même s'il est jeune, qu'il commence, il est tellement calme dans l'octogone. Donc, il est smooth, il est relax, il a une bonne vision.
Bon striking, pour de vrai, un bon knee up the middle. Je pourrais voir ça en action là, si justement Naimov shoot des takedowns à répétition, ce qui va probablement arriver. À mon avis, Mayron Santos, il a un meilleur striking que Naimov, plus technique, probablement plus de power aussi dans ses frappes. Si on regarde un petit peu son UFC début, c'était contre Canofly. Si je ne me trompe pas, c'était une finale de Ultimate Fighter. Je me regarde une petite réserve, mais il me semble que c'était ça. Puis Canofly, qui est un adversaire commun à Naimov. Naimov qui a amené Offley à la décision, justement, puis qui a perdu un round sur une carte d'un juge. Là. Mais Ron Santos l'a oblitéré, on va dire comme ça, au deuxième round. C'est un reel que j'ai partagé justement sur Instagram. Vous l'avez probablement vu cette semaine. Là. Donc, un check hook là, pour l'atteindre, c'est magnifique, toute beauté. Ensuite, Francis Marshall, qui est un bon fighter. Par contre, honnêtement, je pense que Santos aurait dû perdre ce combat-là. C'est une split decision, il a gagné. Mais allez le revoir pour de vrai, là, Mayron Santos, à mon avis, n'a pas gagné ce fight-là. Je pense qu'en début de troisième round, les live odds, Francis Marshall est favori à genre moins 650. Là, donc, ça fait pas de sens là, pour ma part. Et puis, son dernier fight contre Sodiq Yusuff, écoutez, vraiment, là, il a looking good. Je veux dire, il n'a pas fini Sodiq Yusuff ou whatever. Mais Yusuff, là, si on regarde un petit peu, là, il a une grosse expérience au UFC level, même si c'est sur une mauvaise streak, on va dire comme ça. Il a perdu contre Lopez, Edson Barboza puis Arnold Allen. Donc, c'est quand même des gros noms. Il y a des belles victoires à son actif. Puis, Mayron Santos, il a gagné là, fair and square ce fight-là. Fait que, écoutez, il y a beaucoup de potentiel, mais encore green à mon avis. On l'a vu contre Francis Marshall, il s'est fait takedown à plusieurs reprises, il s'est fait contrôler, ça n'a pas été facile. Il s'est même fait sonner, entre guillemets, au premier round. Est-ce qu'il n'a pas récupéré, puis ça l'a affecté pour tout le reste du combat? Peut-être. Anyway, je pense que Santos, il a un higher ceiling définitivement que Mohamed Naimov. Je pense qu'il est plus talentueux. Mais je crois aussi que les odds sont un petit peu wild. Si on regarde ici live, là, vous voyez, moins 250 Santos, plus 210 Naimov. Je trouve ça un petit peu élevé là, pour un combattant qui est green de cette façon. Et contre un autre fighter complet avec plus d'expérience. Et la dernière chose, c'est le dernier combat justement de Santos, c'était à 155 livres. Puis il a look good en maudit. Et là, il redescend à 145 livres. Donc, peut-être attendre de voir comment il look là, à la pesée. On ne sait pas, là, la cote, ça va peut-être l'affecter. Whatever. Mais j'aurais aimé ça le revoir à 155 livres, honnêtement. Il y avait un bon gabarit même pour la division. Mais c'est sûr qu'à 145, un petit plus. Fait que, bref, mon pick, ça va être Mayron Santos. J'aurais tendance à dire décision. Je pense que Naimov, il est quand même tough. Il va être dur à terminer. Donc, voilà pour le pick du premier combat. Alright, next fight, on a Mansour Abdul Malik qui affronte Antonio Trocoli. 8-0-1 pour Malik, 12-5 pour Trocoli. Moins 1200, le plus gros favori de toute la carte, et plus 700 pour Trocoli. Seulement 28 ans pour Malik, c'est quand même fou là. Bref, 35 ans pour Trocoli, 186 livres, fine, middleweight, les deux 6 pieds 2, 6 pieds 5, donc avantage de taille pour Trocoli. La portée presque identique, là, à 0.5 pouces de différence. Et vous voyez la communauté, là, 3% qui pense que Trocoli va gagner. C'est un 3% très optimiste, on va dire. Écoutez, je pense que c'est Mansour Abdul Malik par meurtre dans ce combat-là, la façon qu'il va vouloir. Si on regarde un petit peu, là, vite fait, son profil, dans la White Contender Series contre Wes Schultz, qui est un opposant décent, pour de vrai, qui a un background de lutte. Il s'est fait takedown, il a work hard, mais Mansour Abdul Malik, qui est tellement physique. Puis même à ce moment-là, je veux dire, sa takedown defense, son get-up game, ça lookait correct, mais il a progressé depuis, c'est sûr et certain. Donc, outpower beaucoup Wes Schultz, que ce soit avec les strikes ou que ce soit dans le corps à corps. Et Wes Schultz qui finit par se fatiguer là, à force d'essayer d'obtenir des takedowns, de manger des bombes dans le visage, etc. Ben voilà, ça n'a pas pardonné. Mansour Abdul Malik qui le termine. De mémoire, c'est avec du ground and pound assez nasty, mais ça se pourrait que je me trompe. Là. Dusko Todorovic, il l'a oblitéré aussi assez rapidement. Écoutez, c'est un freak of nature. Vous allez le voir, Abdul Malik, sa shape
Le raw power est complètement fou. Et puis, il est jeune, il apprend vite. Tout le monde dit qu'il a un bon fight IQ. Un petit peu moins peut-être là, contre Cody Brundage, mais son coach est très vocal à quel point c'est un combattant intelligent qui apprend vite et qui combat aussi intelligemment. Contre Nick Klein, il s'est fait sonner au premier round. C'était un énorme favori. Il a reçu un spinning back fist ou qui touche avec le coude avant-bras. Il se fait wobble. Bon, j'avais des tickets avec Malik dedans par finish. Là. On avait toutes les fesses serrées sur cette carte-là. Et puis finalement, Abdul Malik qui réussit à récupérer. Et au deuxième round, il termine Nick Klein in good fashion. Mais il y a tout de même eu un peu d'adversité là, dans ce cas-là. Dernier combat, tout de même un red flag pour de vrai. Cody Brundage, vous savez ce que je pense de lui. Le bottom of barrel de la division. Je suis extrêmement pas high sur Cody Brundage. Même je comprends pas pourquoi il est encore au UFC. Et puis les deux premiers rounds, c'est un staring contest. Les deux font absolument rien. Ils font juste se regarder. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Malik dans cette fight-là. Et puis troisième round commence. Puis on dirait que là, son coach a dit arrête de niaiser, là, faut que tu lui pètes la gueule. Et puis en 36 secondes, il TKO Cody Brundage, il unleash, il le smash. Et on peut aller voir les stats vite fait là, spécifiques. Vous voyez, Abdul Malik, 4 coups au premier round, 10 au deuxième round, en 5 minutes, là, 10 coups significatifs. Et puis troisième round, 11 en 36 secondes. Donc, vous voyez, ça a été assez explosif, une espèce de all-out brawl. Il TKO, mais pendant la séquence du TKO, il y aurait eu un coup de tête ou un accrochage, puis ils vont replay, blablabla, blablabla. Et écoutez, Cody Brundage qui quitte, on le sait, là, c'est probablement la plus grosse bitch du UFC pour ça. Aussitôt qu'il y a un petit foul contre Cody Brundage, là c'était un accrochage avec la tête. Mais bref, aussitôt qu'il y a une porte de sortie, il va quitter. Cody Brundage au UFC, il y a une nulle, un no contest, une win par disqualification ici. Et c'est ça quand même récemment, là, c'est fou. Là. Dans ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derniers combats, un no contest, un draw, une win par disqualification. C'est quand même capoté. Probablement le seul combattant au UFC qui a ça. Et puis, ça vous donne une idée. Abdul Malik est un gros prospect quand même dans la division, mais encore tout de même, Green, il faut qu'il ait de l'expérience. Là. Il est quoi? Il est 8-0-1. Là. Donc, ça y prend de l'expérience. Et Antonio Trocoli, écoutez, UFC, il donne la chair à pâté, on va le dire comme ça. Trocoli qui est encore au UFC, mais ça risque d'être la dernière fois qu'on le voit. No contest, overturn à Dana White Contender Series en 2019. Il avait gagné par submission, mais si je ne me trompe pas, il a testé positif à des substances dopantes. Donc, ça a été reverse par après. Après ça, il a sign up short notice au UFC contre Shara Magomedov. C'est fait TKO au troisième round. J'ai l'impression que Shara a peut-être joué un petit peu avec sa bouffe là, dans ce combat-là, mais bad look. Là. Donc, vous voyez, 82-16 les coups significatifs. Un knockdown. Et puis, son dernier combat contre Trijan Gore, bad look. En 2024, ça fait quand même... un petit bout, là, les off décents également. Et il s'est fait choker au premier round, Guili. Puis Antonio Trocoli, qui a son background principal, là, c'est le jiu-jitsu brésilien. C'est supposé être un legit guy en BJJ. Il s'est fait sub en 1 minute 23 par Trijan Gore. Donc, bof. Je dirais que le plus gros accomplissement de Antonio Trocoli au UFC level, c'est de dater Mackenzie Dern. À part ça, il n'a rien fait d'impressionnant. Et écoutez, c'est un joueur de poker professionnel aussi. Donc, écoutez, le dude, il date Mackenzie Dern. Il gagne probablement des centaines de milliers de dollars à jouer au poker. Pourquoi aller se faire casser la gueule au UFC puis gagner 12 000$ de la shot? Bonne question. Puis d'ailleurs, ça m'amène à un point. Je sais que la majorité des gens pensent que Mansour Abdul Malik va gagner par knockout, mais c'est un take à prendre en considération cette semaine. Là. Mais tu sais, Antonio Trocoli, là, il a envie d'aller jouer au poker, il va avoir toute sa tête, il veut rester cute pour sa blonde, fait que, sa blonde, je sais pas, là, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire.
ça se peut qu'il ait pas envie de se faire smash par Mansour Abdulmalik qui fesse comme un absolute truck. Puis qu'il échange un petit peu plus dans le grappling, écoutez, puis que première porte de sortie, son coup se fait saisir, il tape, c'est une possibilité. Fait que soyez prudents avec ça. Mais bref, je pense que Abdulmalik va définitivement annihiler Antonio Trocoli là, dans ce combat-là. Next fight, on a Ibo Aslan versus Iwo Baraniewski. J'espère que je l'ai bien prononcé. Donc Ibo versus Iwo. 14-3 pour Ibo. On a 6-0 pour Iwo. Mon Dieu, ça porte à confusion. Aslan qui est le underdog ici. Tout de même descend underdog. 29 ans, 27 ans. Donc les deux sont quand même jeunes. Chez les light heavyweight, 6 pieds 3 versus 6 pieds, et tout de même un avantage, oui, de taille, mais aussi de portée là, pour Aslan à 77,5 pouces versus 73,6. Communauté un peu plus du côté de Baraniewski, on le voit juste ici. Au niveau des odds, on va regarder si ça a bougé là, depuis la dernière fois. Ça s'est tout resserré un petit peu, qu'il y a quand même des... Non, c'est semblable. Si on regarde leur profil... je veux dire, de prime abord, il y a Iwo Baraniewski. C'est son UFC début. On l'a vu à Contender Series cet été. D'ailleurs, un combat qui m'a fait mal. J'avais parlé les 5 gagnants de la carte. Puis c'est le seul que j'ai manqué contre Mohamed Ali, qui est un jiu-jitsu guy, athlétique, etc. Mais bref, il s'est fait chin check en 20 secondes. Donc, mon parlay s'est envolé en fumée, vous devinerez. En fait, ces 6 victoires chez les professionnels Iwo sont au premier round, donc quick work. Pas une tonne d'expérience professionnellement, on va le dire, mais quelque chose à noter, c'est qu'il y a beaucoup de combats amateurs. Donc, même s'il est 6-0 en pro, on peut dire « Ah, ok, c'est pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de cage time », mais il y a une vingtaine de fights amateurs. Puis toutes sortes, là. Donc vous voyez le combat amateur ici, là, il est allé à la décision. Je veux dire, oui, il y a du low level, là, un petit peu plus, c'est clair. Là. Mais Iwo qui a quelque chose comme 17-3 amateur, donc beaucoup d'expérience, même s'il n'est pas battu avec du top level. Donc on le voit ici, c'est quelque chose qu'on aime voir. Et en parlant de combattants qui ne sont pas top level, ben on a justement Ibo Aslan qui va lui faire face ce samedi. Pour vrai, Iwo Baraniewski, pour avoir checké un petit peu son tape sur la scène régionale, combattant très athlétique, il est explosif, il est rapide, il a tout de même une belle boxe, un bon 1-2, straight up the middle, des head movements, intéressant sa boxe pour le vrai. Puis aussi, ben Power, pas besoin d'en parler, là, il finit tout le monde au premier round, mais il y a aussi une ground game intéressante. S'il se ramasse on top, il réussit à avoir des takedowns très pesants, bon ground and pound, assez dangereux. Je pense qu'il y a 2 subs justement là, sur ces 6 victoires, exactement. Donc, je pense qu'il y a du potentiel, mais encore une fois, il est jeune, il est green, c'est son UFC début. Puis même s'il bat Aslan, je veux dire, je suis vraiment pas high sur lui. Là. Il a tout de même l'avantage d'expérience au UFC level. C'est son 5e combat. Ben, il y a Contender Series, je le compterai pas, là, mais ça va être son 5e fight là, à ce niveau-là. Donc, est-ce que Iwo Baraniewski, c'est justifié qu'il soit un favori à moins 185, moins 200? À mon avis, non. Je pense que c'est un combat qui devrait être beaucoup plus serré en termes de odds. Mais c'est mon avis. Anyway, je ne vais pas y toucher à ce combat-là avec un bâton. Là. Ça ne m'intéresse pas de bêter là-dessus. Là. C'est imprévisible, là, ce genre de fight-là. Mais bref, Ibo Aslan, c'est un powerhouse aussi qui a presque toutes ses victoires par finish. En fait, il a toutes ses victoires par finish. Knockout précisément. 2 losses par sub, 1 par décision. Ça vous donne une idée là, du profil du fighter. Et puis, regardez, premier fight, Contender Series, KO premier round, fine. Après ça, KO troisième round, KO premier round. Pas nécessairement le plus technique debout, mais il pack a punch en sacrament. Cardio un petit peu suspect, et là, il s'est fait exposer. Imaginez-vous donc, c'était le favori contre Ion Kutaleba, si je ne me trompe pas. Pardon, j'ai pas envie de vous dire la merde, là, on va aller vérifier, là. Mais si je ne me trompe pas, c'était un favori contre, on va aller voir, moins 173. C'était un favori à moins 173 contre Ion Kutaleba, qui a genre 20 combats au UFC. Et j'avais un pari sur Ion Kutaleba, imaginez-vous donc. Ça a été quand même dicey au début. Je veux dire, les deux sont au milieu, puis ils swing. C'est un bar fight pratiquement. Mais Ion Kutaleba qui réussit à avoir 2 takedowns sur 4 attempts. Première défense de takedown des Boaslan, ça lookait good.
Mais Young a fini par l'avoir puis a obtenu la soumission assez rapidement. On a vu la différence de niveau, différence d'expérience. Ibo Aslan, il est green également, il est jeune. Bottom game suspect encore une fois. Et son combat suivant, il a perdu. C'était un gros favori contre Billy Elekena, un combattant que je ne rate pas vraiment également, qu'on va reparler plus tard en plus. Mais bref, ça a été un sparring match. Là. Les deux n'ont rien fait du combat, puis Billy a gagné la victoire. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu de. Je pense qu'il y a un peu de recency bias dans ce combat-là. Je pense que probablement que Ibo, c'est un plus gros underdog en raison de ce fight-là ici, où il a juste décidé de rien faire. Je veux dire, s'il mettait un petit peu de pressure, il swing des power shots, il aurait pu edger facilement ce combat-là. Mais écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête ce soir-là. Donc, à mon avis, c'est un combat qui est beaucoup plus près du 50-50 que les odds actuels. J'ai tout de même envie de favoriser légèrement Baraniowski. En termes de pure pick, ça va être mon choix. Donc, je pense que Iwo va gagner. Il va peut-être, à mon avis, le pad of least resistance, ça serait d'amener Ibo au sol, puis le finir soit par ground and pound ou par soumission. Mais je pense que honnêtement, il y a un ceiling beaucoup plus haut. Il y a plus de talent, il est plus technique là, que Ibro Aslan, qui est juste justement un bar fighter, on va le dire à mon avis. À ce point-ci, peut-être qu'il va avoir fait du progrès depuis, mais c'est le même que je le vois. Donc, donnez-moi Iwo pour la victoire. Il va gagner son UFC début, mais j'aime pas les cotes. Là. Faites attention si vous voulez le parler dans 8 plays différents. Là. Be careful, s'il vous plaît. Next up, on a Edson Barboza versus Jalen Turner. Barboza qui est 24-13, un vétéran au UFC, on le connaît tous. Turner 14-9. Moins d'expérience au UFC level, on va dire, mais tout de même, on pourrait considérer un vet du UFC pratiquement. 39 ans pour Barboza. Et non seulement 39 ans, là, mais 39 ans, 10 mois, 2 semaines. Il est à l'aube de ses 40 ans. Et Jalen Turner, 30, donc grosse différence. Même poids lightweight et le gabarit tout de même 5 et 11 versus 6 pieds 3, mais la portée qui est pratiquement identique quand même. Barboza qui a une grande portée, on va dire 84% de la communauté du côté de Turner, et ça va être mon side également. Honnêtement, je regardais les statistiques, je regardais tout le papier, qu'est-ce qui se passait, j'étais là, man, Edson Barboza a plus 220 là-dessus, mais on va aller voir actuellement, c'est peut-être encore pire. À plus 260, Edson Barboza. Genre, man, ça titillait mon intérêt, vous le savez, hein? Même des holdmen, on a cash out Dalby sur la dernière carte. Des combattants un peu plus vieux, il y en a qui ont du potentiel. Même il y en a un sur la carte, je pense, qui va peut-être pull up la victoire là, demain. Mais dans ce cas-ci, après avoir regardé le tape, là, not good, puis où est-ce que je vais en venir? Si on regarde ici, Edson Barboza, son dernier fight contre Drakkar Klose, là, my god, il a perdu par décision. Je veux dire, perdre un striking match contre Drakkar Klose, ça look pas bien. Je veux dire, c'est un combat relativement serré. Edson, il y a des moments, surtout au deuxième round, si je ne me trompe pas, mais tu sais, Drakkar Klose qui est pas super talentueux à mon avis, du moins pas à ce point-ci de sa carrière. Il est plus âgé également, il est fin trentaine. Puis on dirait vraiment que Edson Barboza, il a la misère à take les shots. Il reçoit des coups, on dirait qu'il devient un peu sous. Non, il est wobble, il est pas sous là. Mais bref, son visuel est pas bon. Il encaisse plus bien les shots. Puis même contre les Ron Murphy, je veux dire, oui, il s'est pas fait knocker, mais il s'est fait outright 220 à 119. Oui, c'est les Ron Murphy. Il a passé proche de se faire finir, je me trompe pas un moment. Une carte que j'ai presque eu parfaite. D'ailleurs, j'avais pick Edson Barboza dans ce combat-là. C'est le seul que j'avais manqué. J'étais mad. Donc, écoutez, l'expérience commence à wear le dégât. Il est plus âgé, il ralentit. Il est encore en shape. Tu sais, on va voir son Instagram et tout. Il est encore explosif. Il a l'air en forme. Mais je pense vraiment que la durabilité est très effritée. C'est loin du Edson Barboza Prime qu'on a. Mettons qu'on fait ce combat-là il y a 2-3 ans. Je serais all over Barboza, mais là, à ce moment-ci, je pense qu'il est terminé pour de vrai. Ça va probablement être son dernier fight. Du moins, s'il perd de façon assez convaincante, je pense que ça risque d'être la fin. C'est plus le Edson Barboza d'antan. Puis un combattant que j'adore, je me souviendrai toujours les premières années que je regardais l'UFC.
Son spinning kick contre Terry Etim, un des knockouts les plus impressionnants que j'ai vu en live, je capotais. Mais du côté de Jalen Turner, il y a quand même des red flags, faites attention. Un combattant super talentueux, pour de vrai, il a un frame incroyable pour la division. Il a un gros power, il est très dangereux debout, il est slick, il est précis. Il y a même une subgame décente aussi, mais écoutez, il a eu tendance à fumble de bag. Je pense que son gros problème, là, c'est entre les deux oreilles. Puis si on regarde, c'est surtout ces deux derniers combats là, qui a eu de la difficulté. Je veux dire, là, c'est par split decision contre Gamrot puis contre Hooker. Fine, on peut probablement là, passer. Mais contre Hooker, justement, c'est un combat qui... Pas qui dominait, mais si je me trompe pas, early, là, il a mis Hooker dans toutes sortes de pétrins. Mais bref, c'est peut-être lui ou un autre que je me mêle. En tout cas, on va pas s'attarder là-dessus, mais bref, split decision loss contre Hooker, on peut lui donner un pass. Cole King Green assez rapidement. Il y a beaucoup de finish là, à son actif, même je pense qu'au UFC level, il n'y a pas une décision. Ouais, toutes ses victoires sont par finish au UFC level. Je pense que ça va être ça encore là ce samedi. Mais c'est ces deux derniers combats contre Moïcano. Un knockdown Moïcano, il pense que c'est un walk-off knockout. Ça en va, finalement, l'arbitre dit non, c'est pas fini. Moïcano, il est encore là. Puis finalement, c'est Moïcano qui revient au deuxième round qui termine Jalen Turner. En tout cas, c'est vraiment un bad look. Je me souviens, j'avais Jalen Turner là, dans cette fight-là. J'avais un ou deux parlays avec, ça l'a complètement mis out. Et sinon, contre Ignacio Bahamondes, je veux dire, le combat, c'est assez rapide. Là, on le voit à 2 minutes 29 que ça a duré. Puis, compétitif debout, ça se ramasse au sol. Scramble, Jalen Turner on top, position dominante. Puis, Bahamondes qui le sub avec un triangle choke très rapidement. Donc, encore une fois, là, il a échappé un big bag, position dominante. Il look good, blablabla. Puis, boum, il se fait snatcher la sub. Bad look. Et non seulement ces deux combats-là, c'est des bad looks, mais Jalen Turner, il a pris sa retraite après ça. Eh oui. Il a pris sa retraite. Il a dit que c'était fini. Combat sports fight, c'était plus pour lui. Sports fight, combat sports. Pardonnez-moi, j'ai un peu la tête dans les vapes à matin. Puis, pris sa retraite. Puis, entre-temps, si vous allez voir son Instagram, il a trouvé Dieu. Oui, il est devenu ultra croyant. Jésus l'accompagne partout où il va. C'est ça qu'il dit. Il est super vocal à propos de ça. Ça va changer sa vie, supposément. Écoutez, personnellement, je ne suis pas dans ce monde-là, mais je juge personne. Si c'est ça que ça lui prenait pour ramener son mind à la bonne place, puis qu'il arrive, Jalen Turner, focus à ce combat-là. Il est mindé. Écoutez, il a tout le potentiel. Il a les skills, il a le frame, il est dangereux contre un Edson Barboza à l'aube de sa retraite. Je pense vraiment que si sa tête est là, il va knock the fuck out Edson Barboza. C'est triste à dire, là, mais c'est ce que je crois. Donc, à suivre, je me garde une réserve encore une fois à cause de tout ce que je viens de vous dire. Ses performances passées à Turner, sa retraite, c'est pas quelque chose que tu aimes voir, surtout à son âge. Il a 30, 31 ans, il est tout jeune. Prendre sa retraite à cet âge-là, quand tu as autant de potentiel, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais s'il est revenu sur le droit chemin, bien mindé, fine, je pense qu'il va gagner là, in good fashion. Prochain fight, on a un combat super intéressant entre Marvin Vettori et Bruno Ferreira. Vettori 19-8-1 versus Silva 14-2, donc grosse différence d'expérience. On va tout de suite. Les odds, très serrés, honnêtement. Je peux comprendre pourquoi. 32 ans Vettori, 33 pour Ferreira. C'est un combat chez les middleweight, 6 pieds, 5 et 10 pour Bruno. La portée, léger avantage pour Vettori à 74 pouces. C'est drôle, c'est pas un combattant middleweight qui a l'habitude, je crois, d'être le plus grand et avoir l'avantage de portée. Communauté un petit peu plus du côté là, de Ferreira. Et je crois que ça va être mon pick ici également. Donc, un premier underdog là, pour ma part sur cette carte-ci. Pas le dernier, mais le premier. Si on regarde un petit peu Vettori, vous le connaissez. Il opère en haut de la food chain de la division depuis tout de même un bon moment. Oui, sur ses 5 combats, il en a perdu 4, ces 5 derniers. Mais il a perdu contre Robert Whittaker, Jared Cannonier, Dulids, Brendan Allen. Il a perdu contre Israël Adesanya 2 fois
Antonio Carlos Jr., qui est un champion PFL maintenant de mémoire. Omari Akhmedov, celui on va le rater un petit peu moins bien. Pardon. Mais vous voyez, il a pas perdu contre des tout nus. Là. Puis il y a quand même des belles victoires également. Jack Hermanson, Allen, Paulo Costa, Doulitz. Fait que bref, Vettori qui a une expérience incroyable. Il est tout jeune, il a 32 ans par contre. J'ai l'impression que tout ce millage-là, ça commence à accumuler. Puis non seulement il a une bonne expérience au UFC level, mais il mange tellement des coups. Je veux dire, regardez ça. 111 coups contre Allen, 141 Doulitz, 241 Cannonier. Je veux dire, Marvin Vettori, il va toujours à la guerre. Puis c'est triste, mais sa défense favorite, c'est pratiquement bloquer les coups avec sa face. Donc je pense que le dégât commence à se cumuler. Puisque pour vrai, j'ai pas aimé son dernier fight. Son dernier combat contre Brendan Allen, je l'ai réécouté, là, not a bad look. Vettori qui wear pas bien le dégât, ça prend 1 minute 30 dans le combat, puis il a déjà la face bloody up. Allen qui le touche avec tout ce qu'il veut pratiquement. Vettori qui il a pas vraiment de mouvement de tête. Sa défensive, je veux dire, est correcte, mais je l'ai dit, là, il bloque presque tout avec sa face. Je sais pas s'il compte ça là, dans les stats. Pas un bon hand movement qui est très hittable. Allen qui le takedown à quelques reprises, mais Vettori qui réussit à limiter un petit peu le control time à se relever. Mais Brendan Allen, il n'a pas commit à ce game plan-là vraiment pour tout le fight. Vous voyez, il y a eu 2 takedowns au premier round, mais il n'en a pas shooté au deuxième, puis un seul au dernier. Donc, c'est pas vraiment son main game plan pour la majorité du combat, on va dire. Et puis, écoutez, si on regarde les autres performances contre Cannonier, je veux dire, il y a des moments où l'arbitre qui aurait pu arrêter ce fight-là, même si ça a été à la décision. Vettori qui s'est fait peace up, là, c'est n'importe quoi. C'est un fight incroyable, honnêtement. Allez l'écouter si vous voulez voir un bon combat. Mais je veux dire, c'est normal, là, même s'il est jeune, là, avec tout ce qu'il a fait déjà, il va ralentir, puis il est reconnu pour sa durabilité légendaire, mais il va finir par se faire crack. Est-ce que ça va être dans ce combat-là? Est-ce qu'il va perdre par knockout? Je sais pas. Mais une chose est sûre, je pense que Bruno Ferreira va le toucher avec des power shots. Est-ce qu'il va tomber, Vettori? Est-ce que son menton légendaire va s'effriter pour la première fois? C'est une possibilité. Mais dans tous les cas, il va se faire clip. C'est sûr et certain à mon avis. Bruno Ferreira, il est plus petit, on l'a vu, on l'a dit plutôt, là, 5 et 10. Très mobile, explosif tout de même pour son gabarit. Je dirais c'est pas le plus rapide dans ses frappes, mais il a tellement des coups pesants. Il a l'air à frapper comme une... c'est des roches. Il frappe avec des roches, honnêtement. C'est capoté le power que ce gars-là a. Au début de carrière, un petit peu moins sounds, on va dire, début de carrière, début du UFC, on va dire, beaucoup de spinning shit, spinning elbow, spinning back fist, il y en a une coupe des KO avec ça ici. Mais un petit peu plus sound peut-être maintenant, on l'a vu aller un petit peu plus au jiu-jitsu récemment. Donc bon ground game s'il se ramasse on top, high level BJJ. Mais honnêtement, je pense qu'il va juste frapper Vettori avec tout ce qu'il veut. Je pense que Vettori va peut-être avoir un petit peu de mal à cerner Bruno Ferreira avec ses mouvements latéraux. Puis je pense également que c'est Ferreira qui va placer les coups avec le plus d'impact, qui vont faire le plus de dégâts. Donc je pourrais voir Vettori qui peut-être outpoint Bruno pour la majorité d'un round. Mais Bruno qui a 2-3 grosses séquences avec des bombes qui viennent justement là, affecter Vettori, qui le coupe, qui crée des ouvertures dans sa face, des segments, whatever, du dégât visible. Puis je pense que ça va être assez pour lui pour edger les rounds. S'il y a des échanges de grappling, écoutez, je pense que ça va être serré. Vettori aurait probablement avantage à initier le grappling, du moins pour essayer de fatiguer Bruno. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Bruno Ferreira, il n'est jamais allé à la décision. On l'a vu au 3e round, vraiment pas souvent. Puis justement, il s'est fait soumettre au 3e round par Abus Magomedov. Donc, Bruno Ferreira fatigué au 3e, il s'est fait choked out. Donc, si ça s'étire, ça va loin. Puis que Vettori réussit à pousser un gros pace qui mixe le grappling, les strikes, qui met de la grosse pressure. Il y a un path to victory, clairement. Là. C'est d'épuiser Bruno Ferreira rapidement. Mais sinon, si c'est un kickboxing match à distance, slow pace, Bruno Ferreira, d'après moi, il va piece up Vettori. Là.
Du moins, il va placer les plus gros shots, il va le blesser, peut-être le knockdown, peut-être le finir. Mais j'ai vraiment de la misère à faire confiance à Marvin Vettori à ce point-ci de sa carrière, malheureusement. Peut-être que je me trompe, donc Bruno Ferreira, ça va être mon pick, pas avec la plus haute confiance, on va dire. On le sait, son expérience est vraiment moindre par rapport à Vettori. Il a fait face à un niveau d'adversité beaucoup moins élevé, mais je pense qu'il est plus fresh dans sa carrière, il est beaucoup plus dangereux, que ce soit debout, même au sol, je pense qu'il pose un problème. Donc, Bruno Ferreira pour le pick, j'aurais tendance à dire KO ou décision. Peut-être la première fois que Bruno va se rendre à la décision d'ailleurs à suivre. Donc, voilà pour ce combat. Prochain combat, on a Fares Ziam versus Nazim Sadykhov. 17-4 pour le français, 11-1-1 pour Nazim. Léger favori du côté de Fares. 28 ans, tout jeune, versus 31 ans, combat chez les lightweight. Fares Ziam qui a 3 pouces de plus en taille, à 6 pieds 1, mais également 6 pouces de portée en avantage à 75 pouces. Communauté un petit peu à l'encontre des odds, un peu plus over Sadykhov. Et je vais aligner légèrement de ce côté-là également. First, on commence Fares Ziam. Honnêtement, c'est un bon fighter. Il est jeune, il a encore de la place au progrès. Puis pour 28 ans, 17-4, une belle expérience. Par contre, tout de même tendance à être low output un petit peu. Pas le plus gros volume. Mais all around, ses striking stats sont excellentes. On parle de 6 à 11% de plus aux moyennes en termes de précision, mais aussi de défensive. Donc, bon striker, gère bien sa distance, précis dans ses frappes, même s'il n'en lance pas une tonne. C'est quelque chose qu'on aime voir. Et puis, on le dit, expérience décente. Son combat contre Puelles, est peut-être un petit peu moins. Il s'est fait amener 7 fois au sol. Split decision, c'est pas un super look. Dernier combat, Mike Davis, il est washed, même si c'était un excellent fighter, mais on peut rien enlever à Fares Ziam, qui l'a outstrike, qui a take down le wrestler, qui a look good, tout à fait. Jai Herbert, belle victoire aussi, c'est pas mal les deux que j'aime le plus là, à son résumé. Il est capable de mixer les takedowns. Pas le meilleur contrôle nécessairement, on le voit là. Dans tous les échanges au niveau du grappling, là, il win 40,6% du temps. Donc, il a tendance à se faire contrôler également dans certains échanges. Donc, combattant all-around assez complet, je dirais. Bon frame pour la division. Manque peut-être un petit peu de power de finishing instinct. Oui, il y a le KO contre Matt Frevola, mais qui ne knock-out pas Matt Frevola? Il a échoué aussi le McKinney test. On n'aime pas ça, voir ça, mais bon, it's a part of the game. Il était quand même plus jeune là, ici. Et du côté de Nazim Sadykhov, on a également un combattant assez complet. Debout, très belles stats aussi. Défensivement, vraiment en termes de nombre, un petit peu moins sounds que Fares Ziam. Mais je pense qu'il est peut-être un petit peu plus explosif. Il a un meilleur output. Nazim Sadykhov qui travaille beaucoup en combinaison, quelque chose que j'aime voir. On peut le voir faire des combines des fois de 4-5 coups. Il mixe les punches, les kicks, les genoux, on vient au punch. Je pense que le finishing upside est clairement de son côté dans ce fight-là. Il pack bigger punch. S'il touche solidement, il peut terminer clairement ici. Mais Ziam, qui tout de même, je pense qu'il a une bonne durabilité pour de vrai. Là. Mon lean, c'est plus la décision dans ce combat-là. Sadykhov qui opère du stance de Southpaw également. Quelque chose à noter, là, Sadykhov, on l'a vu dans ses fights, il est assez vulnérable au low, au calf kick. Fares Ziam qu'ils utilisent de temps en temps, mais pas nécessairement son arme principale. Donc j'ai hâte de voir comment que ça va sortir. Des fois un petit peu plus tricky aussi, gaucher-droitier, donc d'aller chercher des gros calf kicks pesants. Mais s'il est capable d'implémenter un game plan de cette façon-là, il pourrait donner du mal à Nazim. Mais sinon, côté wrestling, Nazim, peut-être qu'il va être un petit peu plus enclin à initier le grappling, mais je pourrais voir un ou l'autre là, tenter de les amener au sol. Écoutez, ça va être un combat compétitif, j'ai l'impression, mais on a un plus money du côté de Nazim, qui a un peu moins d'expérience au UFC, mais je pense qu'il est peut-être un petit peu plus, je dirais pas raffiné ou établi, mais j'ai l'impression que son skill set est peut-être un petit peu plus solide rendu où est-ce qu'il est à son âge, un petit peu plus physique également.
à suivre. Peut-être que je me trompe, mais si on regarde ses performances passées, là, toutes des finishes, on le voit, là, finish. Il y a la décision, le draw contre Borchev, peut-être qu'il look un petit peu moins bien. Mais pour vrai, là, allez voir ce combat-là. Borchev en 2023, là, il était slick debout. Là, pour vrai, là, quel bon striker. C'est une back and forth war. Nazim qui perd 2 rounds, si je ne me trompe pas, il se fatigue au 3e, mais c'est tellement un high output fight. Il 18 Borchev au 2e. Bref, super bon combat. Je vous recommande d'aller le voir. Là, très très bon. Knockout Bonfim qui quitte on the stool après un seul head kick puissant. Son dernier combat contre Nicolas Motta, non seulement Fight of the Night, mais Performance of the Night. C'est des coffres qui se blessaient au corps au premier round. C'est scoré comme un knockdown, là, mais c'est des body shots là, qui le font plier. Écoutez, je pense que Nazim, il a du potentiel, il est très doué, il a une bonne équipe. Je pense qu'il a tous les outils pour edger ce combat-là. Mais c'est un fight qui, à mon avis, je serais pas surpris de voir une split decision ici. Là. Ça va être une back and forth war. Les deux vont avoir des moments. Mais je vais ligner légèrement du côté du Black Wolf. Next up, on a Maycee Barber qui va affronter Karine Silva. Donc 14-2 pour Barber, 19-5 pour Silva, qui est la underdog ici. 27 ans, 32 ans. Un combat chez les flyweight, 5-5, 5-5, la portée presque identique, en fait un petit 2 pouces de plus pour Silva. Communauté qui est largement du côté de Barber, ce qui me surprend là, quand même un peu. Puis niveau des odds, pour de vrai, Karine qui est rendu, vous voyez, là, plus 170 là, sur des books, c'est assez fou pour ma part, je trouve. Que c'est ça, cette pub-là. Surtout si on pense à ce qui est arrivé récemment à Barber. Bref, pour vous mettre en contexte, Maycee Barber, 27 ans, est arrivé au UFC quand même jeune. Là, si on va regarder ici, là, c'est en quelle année, je ne peux pas vous dire de mémoire, là, en 2018. Donc, elle a 27 ans, il a UFC début en 2018. Elle était super vocale à propos de... Je vais être la plus jeune championne de toute l'histoire du UFC avant John Jones, blablabla. I'm the next big thing. Puis c'est pas pour rien, son surnom c'est The Future. Fait que bref, Big Mouth, t'as parlé beaucoup dans ce temps-là. Puis écoutez, elle a commencé avec une belle run ici. Elle a perdu contre Modafferi, elle s'est blessée au genou. Je pense que Barber, justement, elle a eu une reconstruction du genou. Puis elle est toute jeune, là, je veux dire, à 27 ans, tu as le genou refait au complet. Bad look. Après ça, elle a perdu contre Alexa Grasso, mais on peut lui donner peut-être un pass pour celle-là. Modafferi, ça look un peu moins bien. Là. Puis sur une séquence de 6 victoires, elle a quelques victoires décentes, oui, clairement. Mais elle a tendance à aller à la décision. Ça arrive souvent que c'est des combats serrés. Contre Andrew Ali, c'est pas le super meilleur look, etc. Mais bref, le plus gros red flag, à mon avis, il est même pas ici sur UFC Stats. Je vais vous le montrer, il est où? Il est juste ici. Erin Blanchfield. Donc, c'était une carte qui était au mois de mai. Peut-être que vous vous en souvenez, là, mais Maycee Barber devait affronter Erin Blanchfield en finale d'un UFC Fight Night au Apex. Et puis, juste avant le walkout, donc, Maycee Barber a pass out dans les coulisses. Elle s'est faite hospitaliser. Seizure, donc, doesn't look good. Elle s'est réveillée à l'hôpital, puis elle ne se souvenait même plus pourquoi elle était là. Elle pensait qu'elle s'était battue contre Erin Blanchfield, puis que c'est pour ça qu'elle était à l'hôpital. Mais non, elle a même pas fait le walkout, elle a pass out. Le main event qui a été annulé à genre 2 minutes là, avant que ça commence. Puis une de mes pires cartes, c'était en 2000... ma pire carte de 2025. Mon année de betting, elle a reseté en juillet. Mais c'est une carte que j'ai pas gagnée un seul bet, je m'en souviens. Je pense que j'ai perdu 10 unités là-dessus. Là, fait que à oublier pour ma part, mais je m'en souviendrai toujours. Donc, Erin Blanchfield, excusez-moi, Maycee Barber, ça fait 16 mois qu'elle s'est battue. Puis, il n'y a pas si longtemps que ça, son combat a été cancellé à cause d'une seizure 2 minutes avant le fight. Elle se retrouve à l'hôpital. Vraiment pas un good look. Avant de parier sur Maycee Barber, je veux l'avoir à la pesée. Il y a des rumeurs comme quoi ça serait relié. C'est des rumeurs, écoutez, là, prenez pas ça le plus au sérieux, là, mais à cause d'un boob job qui a peut-être un peu mal tourné. Puis, tu sais, si tu te fais. Là, tu te fais mettre des plus gros nichons, là, c'est du poids de plus sur toi que tu peux pas nécessairement couper.
Fait qu'il faut que tu te déshydrates un peu plus. Peut-être que ça l'affecte. I don't know. Mais c'est des choses à prendre en considération. Mais si on regarde un petit peu le style de Barber, combattante tout de même complète, capable de mixer les takedowns, striking décent, clairement, un pop correct, elle a un bon volume, mais son plus gros atout, à mon avis, c'est que c'est une dog. Elle va toujours foncer, avancer, elle n'a pas peur de trader, de donner pour recevoir. Elle a un très bon cardio, elle est durable. Au troisième round, Maycee Barber, c'est souvent une menace. Donc, elle n'aura pas de problème à faire des 5 rounds, à moins qu'elle ait une weight cut là, ultra atroce, ça pourrait jouer dans la balance. Là, mais mettons que Maycee Barber est à 100%, est dangereuse. Gros troisième round, je l'ai dit, gros output, grosse pression, pas peur d'échanger. Donc, c'est son plus gros atout, à mon avis. Fait combattante all-around assez complète. Du côté de Karine Silva, un peu moins d'expérience au UFC. Ses 2 derniers combats, moyen contre du low level, elle est finie. C'est sûr. On le voit, là, ses 4 premiers combats au UFC là, contre des filles un peu no-name, elle les a toutes choquées en moins de 1.5 rounds. Mais aussitôt que c'est un niveau un petit peu plus élevé, par contre, là, ça peut se corser légèrement. Dominer Ariane Da Silva, c'est une décision unanime, fine. Contre Viviane Araújo, pardonnez-moi. Elle a perdu par décision. Pas le meilleur look, honnêtement, ce combat-ci. Et même son dernier fight, il y a des arguments comme quoi Barboza aurait pu gagner. C'était un rematch. Mais Karine Silva, comment je la décrirais ici, plus technique debout. J'ai parlé de Barber qui met beaucoup de pression, qui est prête à échanger, aller dans des brawls. Silva, c'est plus une combattante qui va être mobile debout, qui va avoir plus des shots un petit peu plus sélectives, on va dire. Peut-être un petit peu plus technique, mais pas de beaucoup. Honnêtement, debout, je pense que ça joue de peu. Des styles très différents, mais je pense que ça va être compétitif. Jiu-Jitsu, Silva qui est une black belt en Jiu, gros pedigree. Je sais pas si la traduction française ça se dit comme ça. Barber qui est purple belt, je pense. Donc je pense vraiment que le pur Jiu-Jitsu, l'avantage va à Karine Silva. La lutte, pas le best wrestling de la part de Silva, mais a tendance à trouver des façons d'amener le combat au sol. On le voit sur 6, 1, 2, 3, 4, 5. 7 fights, si on inclut Contender Series, elle a minimum un takedown dans 6 de ces combats-là. Et du côté de Barber, j'ai regardé, il y a 9 combattantes dans sa carrière qui ont tenté de l'amener au sol. Et sur ces 9-là, il y en a 7 qui ont réussi. Qui n'a pas réussi? Anna Cypher, écoutez, bof, là, on peut passer. Et Gillian Robertson, qui est une strawweight à 115 livres en réalité. Toutes les autres ont réussi à l'amener au sol minimum une fois, cumuler du contrôle. Donc, écoutez, pour ma part, 1 plus 1, ça fait 2. On a une fille ici qui se fait takedown par toutes les combattantes qui essaient. On a une autre qui a des takedowns dans tous ses combats, qui est une as de Jiu-Jitsu. Puis ce qui est flagrant pour moi ici, c'est 1.9 sub-attempt par 15 minutes. C'est très, très, très élevé. Là. Donc, Karine Silva qui est agressive avec les soumissions. Même du bottom, elle peut tenter des soumissions un peu plus funky. On sait, là, Silva, vous voyez, sa takedown defense est très mauvaise. Donc, Barber pourrait obtenir des takedowns. Mais même du bottom, je pense que Silva reste tout de même un brin dangereuse. Je pense qu'elle va essayer minimum une fois de sub Maycee Barber dans ce combat-là. Est-ce qu'elle va réussir? Je ne sais pas, mais les odds sont à plus 500-600. Peut-être que je vais lancer un petit poke là-dessus à suivre. Mais honnêtement, le price tag, là, Karine Silva à plus 170, j'ai de la misère à comprendre. Si Maycee Barber arrive à 100%, en shape, en forme, il n'y a pas de problème de coupe de poids, je pense que oui, c'est la favorite de façon justifiée. À moins 200, peut-être pas, mais peut-être un petit edge, j'aurais tendance à lui donner, juste par son style, son willingness to fight, to brawl, l'avantage de cardio probablement aussi, d'activité de output. Mais si elle arrive et elle n'est pas en forme, je veux dire, Silva est tout à fait live là, pour la win, peut-être même un finish. Mais tout va dépendre de la pesée pour ma part. Pré-flop comme ça, je vais y aller avec Karine Silva, la underdog, mais c'est le genre de fight que je pourrais très bien là, swap mon pick là, d'ici demain. Je vais poster les officiels anyway là, plus tard aujourd'hui ou demain. Mais bref,
On va y aller avec une autre underdog là, pour ma part. J'ai de la misère à faire confiance à Barber avec le long lay-off puis avec tout ce qui s'est passé là, avec elle dernièrement. Prochain combat, on a Terrence McKinney versus Chris Duncan. Un combat qui risque d'être assez expéditif contre tous les combats de Terrence McKinney. Pas de surprise. 17-7 d'ailleurs de son côté. 14-2 pour Duncan, qui est le favori dans ce combat-là. 31 ans, 32 ans. Combat chez les lightweight. Grandeur identique. La portée 2 pouces de plus pour McKinney. Communauté un petit peu plus du côté de Duncan. Ce qui reflète à peu près les odds actuels. On va regarder d'ailleurs si ça l'a bougé. OK, encore un léger favori, mais tout de même, my God, Duncan qui est rendu à moins 120, c'est c'est un petit peu plus intéressant, ça. Bref, à suivre, on va pas trop s'attarder sur ce combat-là. Pour ceux qui ne le savent pas, McKinney, si les combats au UFC, ça durait 4 minutes, ça serait probablement le champion. Mais écoutez, après ça, toute sa game fall apart. Déjà que c'est pas le plus technique, on va dire, debout. Il swing fort. Beaucoup de power dans ses frappes. Mais justement, c'est pas vraiment le setupé ou whatever. Il veut juste t'arracher à la tête. C'est le même que je le vois. Des fois, il a tendance à être un petit peu même stiff dans ses punches, dans ses attaques. Bonne lutte. Solide squeeze s'il réussit à pogner une soumission là, early dans le fight. Mais après 5 minutes, gas out completely. Il y a un fight qui a essayé de spacer justement, puis ça n'a pas marché. Il s'est dit, bon, je vais essayer de jouer technique, puis d'étirer un petit peu plus le fight, de garder mon cardio. Finalement, il s'est fait annihiler là, au deuxième round. C'était contre Ismaël Bonfim, si je ne me trompe pas, là, ici. Donc, tant qu'à ça, tant qu'à me passer puis me faire casser à la gueule, ben, je vais y aller all out au premier round, puis ça va passer ou ça va casser. C'est le style de McKinney. Vous voyez, là, de tous ses combats au UFC, là, Contender Series, il a perdu au deuxième round. 1. Deuxième round. Il perd souvent au deuxième round, vous voyez. 1. Il perd des fois au premier round aussi, mais si ça rentre dans le deuxième, habituellement, McKinney, c'est terminé. Mais autant qu'il y a des finishes expéditifs, vous voyez, là, il a gagné en 20 secondes, en 55 secondes, en 7 secondes contre Matt Frevola. J'avais dit 12 tantôt, c'est 7. Donc voilà, on a Terrence McKinney, Chris Duncan, un combattant que j'aime bien. Un peu plus posé, mais Chris Duncan, il n'a pas peur justement d'échanger, de brawler. Il pourrait se faire takedown clairement early. Il pourrait se faire pincer debout. On l'a déjà vu blessé. Mais on l'a déjà vu avoir des beaux comebacks aussi, entre autres contre Charlie Campbell. Donc, c'est un combat où je pourrais voir Chris Duncan se faire brasser au premier round, se faire takedown, se faire subattempt, etc. Mais s'il réussit à survivre, de passer le early storm, il va terminer Terrence McKinney, c'est sûr, à 100%. À noter, un fighter qui se bat aussi, qu'on va reparler, mais contre Manuel Torres. Il s'est fait choquer au premier round. Torres, qui est extrêmement explosif, physique et dangereux en début de combat, il a réussi à saisir le back dans un échange et à le soumettre Chris Duncan. Donc, c'est pas une possibilité qui est hors de la table. Mais Duncan qui a une guillotine extrêmement dangereuse. Donc, tu sais, McKinney, il va probablement essayer d'amener le combat au sol. C'est mon feeling. Je pense pas qu'il va vouloir brawler debout. Je pense que son menton, il est très suspect. Il s'est fait knocker plusieurs fois out cold, pas des petits TKO. Là. Vraiment des knockouts que t'es bye-bye dans une autre dimension. Donc, je pense que McKinney va essayer de wrestler. Puis Chris Duncan, même chose. S'il réussit à saisir une guillotine early puis le squeezer comme il faut, il pourrait soumettre McKinney. Fait que bref, un combat qui sera pas super long. Je vais pick Chris Duncan. Je pense qu'il va passer le Storm, qu'il va réussir à saisir une opportunité early. Pas avec super haute confiance. Si vous voulez jouer Duncan, jouez-le par finish. Finish round 1, finish round 2. C'est le plus intéressant. J'aime beaucoup le under 1.5 round. C'est un bon parlay piece, à mon avis. J'ai d'ailleurs un parlay avec. Je vous donnerai l'autre leg un petit peu plus tard. Là. Mais on va y aller avec Chris Duncan pour le pick officiel. Confiance très low. Il y a un des deux qui va se faire endormir, soit par sub, soit par knockout. Lequel? Dur à dire, mais je vais aller du côté de Duncan. Next up, on a Grant Dawson qui va affronter Manuel El Loco Torres. 23-2-1 pour Dawson, 16-3 pour Torres, qui est tout de même un gros underdog ici. 31 ans, 30 ans.
Un combat chez les lightweight, encore une fois. 5 et 10 les deux. Un petit avantage de portée pour Torres. Puis un genre de profil de fight semblable au précédent. Je pense qu'il y a un des deux qui va se faire finir ici, encore une fois. Communauté un petit peu plus du côté de Dawson. Quelque chose à noter, first, vous voyez, Manuel Torres. Il y a 19 combats professionnels et 95% de ses fights se sont terminés au round 1. Donc, ça vous donne une bonne idée là, du profil de combattant. Un peu à la McKinney, c'est un powerhouse en début de fight. Très, très physique. Il cogne comme un troc. Même plus que McKinney, à mon avis. Donc, très, très dangereux early. Et Dawson, écoutez, c'est un excellent fighter. C'est un excellent grappler, surtout. Mais il est chini. On l'a vu, il s'est fait knocker par un jab de Bobby Green en 33 secondes. C'est quelque chose que je peux pas sortir de ma tête. Je suis comme, man, si tu te fais... Qui Bobby Green a mis KO? Pratiquement personne. Il y a peut-être un ou deux knockouts dans toute sa UFC career. Peut-être un petit peu plus, là, peut-être que je me trompe. Mais bref, King Green n'est pas reconnu pour sa puissance. Encore moins sa puissance de jab. Knockout Grant Dawson, comme ça, là, c'est un extrême bad look. Si Manuel Torres, il connecte une seule fois avec un power punch clean, là, je crois que c'est terminé là, pour Grant Dawson. Mais c'est un gros si. Parce qu'on l'a dit, Dawson, sinon, debout, je ne donne pas l'avantage. Manuel Torres, c'est peut-être pas le striker le plus technique, mais il est pas mal plus willing à échanger. Il a plus de puissance. Il y a probablement tout de même un petit edge, mais pas nécessairement gros au niveau technique, ou sinon c'est très serré. Mais Grant Dawson, on le sait, il va shooter des takedowns en partant. Vous voyez, 3.87 takedowns là, par 15 minutes. C'est là qu'il excelle, c'est au sol. Il peut chain wrestler. Et c'est s'il take le back, c'est sa meilleure chance. Une fois que Dawson est dans votre dos, c'est probablement le round au complet qui va passer là. On va parler d'un autre fighter comme ça un petit peu plus tard, là. Mais c'est là qu'il excelle. Soit il va être capable d'aller chercher une sub ou un TKO maybe, ou sinon juste de edger la décision, gagner les rounds de cette façon-là. Donc il y a clairement un avantage là, au niveau du grappling. Par contre, El Loco, qui est très fort physiquement, sa takedown defense n'est pas nécessairement super bad. Je pense que si Dawson tente plusieurs takedowns, il va finir par en avoir un. Mais vous voyez, 88% de takedown defense. Il n'y a pas un échantillon énorme de combattants qui ont essayé de le takedown, pardon. Mais je pense que sa physicalité l'aide beaucoup. Puis on l'a vu, on a parlé juste avant contre Chris Duncan, là. Manuel Torres qui réussit à emmener Duncan d'ailleurs au sol avec sa force brute pratiquement. Là, c'est pas des takedowns super techniques, mais il est tellement puissant qu'il réussit à l'amener. Fait que je pense que Dawson pourrait avoir de la difficulté à amener Torres au sol, surtout au premier round. Et si tel est le cas, et ça reste debout, et Torres réussit à toucher Dawson, good night, je pense que c'est fini. Donc pour moi, c'est un cas de Torres early, ou sinon Dawson late. C'est de même que je vois ça, tout simplement. En termes de pic au odd actuel, ça a toujours bougé un petit peu. Torres qui est quasiment à plus 190. My God. Et je vais peut-être prendre un petit poke, écoutez, à suivre, là. Mais je pense qu'il est live pour la victoire early, clairement. Puis il y a des façons de edger avec Dawson un petit peu plus tard. Fait que let's go. On va y aller avec un autre underdog. The dogs will bark Saturday. So, Manuel Torres pour le pick officiel. Knockout au round 1. Let's go. Je le dis comme ça a peut-être l'air confiant, mais non, j'ai pas une énorme confiance. Je pourrais très voir, je vous l'ai dit, là, Dawson obtenait des takedowns contrôlés et terminé Torres également. Mais ça va être le pick là, officiel pour le moment. Prochain fight, on a Jan Blachowicz qui revient contre un nouveau contender en Bogdan Guskov. Contender, peut-être un grand mot, mais on va le dire comme ça pour le moment. On a Jan qui est 29-11-1, Guskov 18-3. Slight favorite pour le Polonais. 42 ans à l'aube de ses 43 ans. C'est pas à négliger. 33 ans pour Guskov. Un combat chez les light heavyweight. 6 pieds 2, 6-3. Léger avantage de portée avec 2 pouces pour Blachowicz. 61% communauté du côté d'Ian. 39 Guskov. Donc,
un petit peu plus large, on va dire, que les odds actuels. On va regarder s'il y a eu des line movements d'ailleurs. Moins 130. OK. Et first, avant même de commencer, je vous ai donné... voyons, pardonnez-moi, là, je me suis mêlé dans mes mots. Donc, je vous ai donné plus tôt cette semaine un free bet. C'est ce combat-là, Blachowicz-Guskov, fight don't go to decision. Et si on regarde ici là, au niveau des markets, vous voyez, on avait Betway qui ont ouvert leur ligne à moins 138. Il y a eu une petite correction là, cette nuit. Ils sont rendus à moins 163. Mais regardez sur le marché, là, moins 170, 175. Donc, c'est encore le meilleur prix sur Betway. Mais on a juste que du moins 200. Donc, à moins 138, je pense que c'est une très belle value. Et je vous explique pourquoi. Donc, si on commence du côté de Yan, là, on le connaît. Il a affronté les Who's Who's de la division. Il a été champion. Il a opéré au top contre les meilleurs. Oui, il est sur une séquence, pas une séquence, là, mais il a perdu 4 combats dans ses 5 derniers affrontements. Mais écoutez, il a perdu contre Teixeira, champion. Ankalaev, il a été champion. Pereira, il a été champion. Hallberg, probablement le prochain contender au titre. Et décision partagée contre, même pas partagée, un draw contre Ankalaev et une décision partagée contre Alex Pereira. Donc, écoutez, Blachowicz, il opère à un très très haut niveau depuis longtemps. Puis c'est sans compter ses autres combats. Là. Il s'est battu contre Adesanya, contre Souza, contre des gros noms tout au long de sa carrière. Donc, Blachowicz, beaucoup d'expérience au UFC, au top de la division par rapport à un Guskov qui commence. Là, il y a 5 combats au UFC sur une belle séquence de 4 victoires, mais pas nécessairement contre la plus grande opposition. Et où est-ce que je vais vous amener ici? Je pense que debout, honnêtement, ça va être très serré et probablement plus dangereux pour Jan Blachowicz. Blachowicz, justement, à son âge, il commence à ralentir. Oui, il est encore capable, mais si c'est un combat technique à distance de kickboxing, il y a des chances de look good, mais Bogdan Guskov, c'est pas ça qui amène à la table. Guskov, c'est un finisher. Je l'ai ici, là, ses stats, là, mais il y a 15 victoires par knockout, 3 par sub. Il est allé une seule fois à la carte des juges, là. Il a perdu ce combat-là. Donc, c'est surtout du côté de Guskov qui me fait vraiment croire que ce combat-là n'ira pas à la décision. Un fight qui a eu la carte des juges sur toute sa carrière. On avait du moins 138 pour ça. J'ai pas pu m'en empêcher. Et puis, écoutez, autant c'est un finisher qu'il peut se faire finir également. C'est un combattant qui prend beaucoup de risques. Debout, là, il cogne extrêmement fort. Je pense qu'il cogne plus fort que Yan même. Mais il se bat les mains quand même basses. Il bouge beaucoup outside, des bons counter-punch. Il est prêt à se faire hit pour hit également. On l'a vu encaisser des solides shots. Pour le moment, son menton, il look good. Mais s'il se fait toucher clean, les mains basses, le menton haut par le Polish Power, il pourrait se faire amener au sol. Il pourrait se faire éteindre, pardon. Et tout autant que s'il clip Jan Blachowicz comme il faut, je pense qu'à 43 ans, là, justement, si Jan il doit se faire knock-out, il s'est fait knock-out une fois par Thiago Santos early dans sa carrière, mais je pense que s'il y a un spot que Jan se fait knock-out à nouveau ou qu'il y a un haut risque, c'est probablement contre Bogdan Guskov. Et puis, ça, c'est si on parle debout, mais j'ai l'impression que Jan, il pourrait peut-être retourner à ses roots de grappling ici. Blachowicz, qui est black belt en jiu-jitsu, si je ne me trompe pas. Et la dernière fois qu'il a affronté un striker vraiment dangereux, on va le dire comme ça, parce que oui, il a affronté Carlos Hallberg, Ankalaev, Glover Teixeira, mais je veux dire, Carlos Hallberg ne va pas nécessairement forcer le finish. Mais on a Alex Pereira ici qui est reconnu pour être un knockout artist. Et qu'est-ce qui est arrivé? Blachowicz, il l'a takedown très très early, même dans les premières secondes là, du combat. Vous voyez au premier round, Blachowicz qui a eu un takedown, 4 minutes 50 de contrôle sur les 5 minutes, 2 sub-attempts. À un certain point, Jan Blachowicz qui est dans le dos de Pereira, qui est bien installé, passe proche d'avoir des rear naked choke, mais Pereira qui se défend bien. Donc, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas faire ça dans ce duel-là. Après ça, un autre takedown au deuxième, mais un peu moins de contrôle, puis il a commencé à fatiguer. Je pense de Blachowicz, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu des wrestling game plan.
Donc, ça tire du gaz, hein? Ça tire du gaz, le contrôle comme ça, et tenter des takedowns. Et de 2, c'était en élévation. Donc, c'était une carte à un endroit, je me souviens plus c'était où exactement. C'était Salt Lake City, je me souviens plus, mais bref, c'était une carte en élévation. Donc, ça joue sur le cardio, c'est clair. Et d'ailleurs, Jan Blachowicz, il y a des rumeurs comme quoi il aurait fait tout son fight camp en élévation. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Je pense que son cardio devrait être là, même si c'est plus vieux. Et du côté de Guskov, maintenant, on l'a vu, il s'est fait soumettre par Volkan Ozdemir. Ozdemir qui est un très bon fighter, un vétéran du UFC, mais il y a 2 subs dans toute sa carrière. Pas juste UFC, là, je parle de sa carrière professionnelle. Et il y en a eu une au premier round contre Bogdan Guskov sans trop de problèmes, honnêtement. Il a réussi à take le back, le rear naked choke. Après ça, lui, on passe, mais Ryan Spann, premier round, il réussit à avoir un takedown. Il réussit à aller dans le dos de Guskov, le sub pas, mais passe bien proche. Et puis contre Billy Elekena. Franchement. Il s'est fait takedown au premier round. Il s'est fait contrôler une grande partie du round également. 3 minutes 40 de contrôle là, au first. Il s'est fait prendre le dos. Elekena qui ne réussit pas à le choker, whatever, mais c'est vraiment pas un good look. Si tu give up des takedowns puis du control time de même à ce niveau de grappler ou de fighter-là, je vois pas pourquoi Jan Blachowicz pourrait pas take down Guskov early, sécuriser le dos et peut-être même obtenir une soumission. Je pense que c'est vraiment sur la table. Si Jan Blachowicz, son game plan, c'est ça, c'est de lutter, je pense qu'il est très très live pour gagner. Peut-être même qu'il va paraître un plus gros favori que ce que les odds indiquent. Mais si ça se passe debout pour une période plus longue, je pense qu'il y a un des deux qui va se faire sleep clairement. Et Guskov qui a des chances de réussir justement dans cet aspect-là. Fait que, bref, je vais leaner du côté du vétéran, Jan Blachowicz. J'espère qu'il va arriver là, qu'il va se battre intelligemment, qu'il va essayer de suivre le path of least resistance comme lequel je vous ai parlé. Donc, c'est pour ça que ça va être mon side. Mais écoutez, soyez pas surpris si Jan Blachowicz se fait éteindre complètement samedi non plus. Next up, on a Henry Cejudo, l'ancien Double Division Champ qui va affronter Payton Talbot. Cejudo 16-5 et Payton 10-1. Laissez-moi tourner ma page de notes, j'avais oublié. Thank you. Donc Cejudo qui est un gros underdog, un peu trop gros à mon goût. 38 ans versus 27 ans, donc gros gap d'âge ici. 5 pieds 4 versus 5 et 10, la taille assez significative, la différence également. Avantage de portée pour Payton Talbot, vous devinerez, mais pas énorme, on parle de 2,5 pouces. Communauté un petit peu plus du côté de Talbot, et c'est mon lean également. Par contre, à ces odds-là, j'aime pas tant ça, je vais vous avouer, là, moins 255 pour Payton Talbot. Je comprends qu'il soit favori, mais à ce point-là, je suis un petit peu en désaccord par contre. Si on regarde du côté de Cejudo, il faut un temps où c'était un grand champion des 125 livres, des 135 livres, très bon fighter, Olympic gold medalist en lutte, donc combattant complet. Par contre, il avait pris sa retraite 2020, il était parti. Il disait, je me souviens plus de mémoire, mais je pense qu'il voulait être payé plus. Finalement, il ne l'était pas, il est parti, blablabla. Il a décidé de revenir là, en 2023 et depuis, il y a 3 défaites. D'ailleurs, des combats à 135 livres pour les 3. Tout de même des bons fighters qu'il a affrontés. On parle de Sterling, Merab et Yadong. Mais tout de même 3 défaites. Contre Son Yadong est spécial un petit peu. Ça aurait peut-être dû être un no contest à mon avis. Mais écoutez, j'ai retapé justement les derniers combats de Cejudo. Puis il est encore explosif, il est encore rapide, encore des bons setups, pas le plus gros output debout, très mobile, très évasif, des espèces de bursts. Il sert des takedowns à thème pour setter des frappes, il feinte les takedowns pour monter avec des genoux, c'est un classique qu'il aime beaucoup, ou avec des punches. Je pense pas que c'est un combat nécessairement facile pour Talbot. By any means, même si c'est le combat de retraite, ça par contre c'est un red flag. Dernier combat de Cejudo, il a annoncé, il prend sa retraite après. Un layoff quand même de 9 mois pour Henry. Puis aussi, c'est pour quelle raison qu'il se bat? Il est-tu encore motivé? Il a-tu pris son fight camp au sérieux? Je sais qu'il y a plein de trucs autour qui se passent. Il y a son podcast, il y a plein de projets, blablabla. Fait à quel point il est motivé pour son combat de retraite contre un
upcomer comme Peyton Talbot? On ne le sait pas, mais en termes de skills, Cejudo, il est encore très très doué. Par contre, seule chose, Cejudo, même si c'est un lutteur, on le sait, c'est pas nécessairement un combattant qui a eu un gros succès avec sa lutte au UFC level. Je l'ai noté, là, mais 1.8 takedown par 15 minutes au fil de sa carrière et une précision de 31,3%, ce qui n'est pas nécessairement élevé. Et dans ses 3 derniers combats que je vous ai mentionnés, il a tenté 18 takedowns, il y en a eu seulement 4. On parle d'une précision de 22%, ce qui est, ma foi, assez faible. C'est sûr que le facteur à 135 livres, il y avait plus de succès à 125 à mon avis contre des combattants plus petits. Mais là, à 135, tu es contre des combattants plus gros, plus physiques. Ça peut être un petit peu plus difficile d'obtenir tes amenés au sol. C'est sûr et certain. Et maintenant, du côté de Talbot, extrêmement talentueux, un bon prospect, mais il est encore jeune. Il est arrivé guns ablaze au UFC. Il y a eu une bump dans sa route contre Barcelos, où justement, il s'est fait takedown à 8 reprises, contrôlé. Outstrike, il y a eu des sub-attempts contre lui, donc ça a été un gros reality check pour lui. Probablement un des plus gros upsets de l'année d'ailleurs. Si on regarde rapidement là, Peyton Talbot, à quel point c'est un favori dans ce combat-là, j'ai perdu des bêtes, il était favori à moins 1100. Moins 1100. Puis il a perdu la décision contre Barcelos, qui est un bon fighter, pour vrai, honnêtement. Là. Puis Barcelos, même s'il n'a peut-être pas le pedigree de lutte de Cejudo, je pense qu'il est plus willing à shooter des takedowns en continu de façon multiple. Et je pense qu'il a un meilleur contrôle et ground game que Cejudo par contre. Mettez un Barcelos contre un Cejudo demain, là, puis je pense que Barcelos, il pourrait probablement gagner. C'est triste, là, mais c'est probablement comme ça que je vois le combat. Et puis, Peyton Talbot est revenu, next fight, 5 mois après, contre Felipe Lima. On a parlé même un petit peu tantôt, parce qu'il s'est battu contre qui j'ai un blanc? C'était le premier combattant de la carte, mais bref, c'est pas ça le point. Contre Felipe Lima, Peyton Talbot est revenu et c'était le underdog. Il y a eu du recency bias. Pourquoi? Ben, Felipe Lima, il est capable de lutter, il a un bon jiu-jitsu, donc les gens pensaient que ça allait être la même chose. Oui, il s'est fait amener au sol, mais on a vu Peyton Talbot avec amélioré, on va dire. Oui, ses sprawls, sa takedown defense, mais aussi son get-up game. Et c'est scramble. Il y a des takedowns à terme de Lima où Peyton est capable de le reverse et end on top. Et Peyton Talbot qui a eu la décision. On l'avait parié à plus money, plus 140 sur Moneyline, plus 170 décisions. On l'avait eu dans un cycle parlay, c'était un très good call. Donc Peyton Talbot qui est revenu en good fashion. Puis honnêtement, le progrès très très impressionnant. En 5 mois, là, c'est fou comment il s'est amélioré. Et là, on parle d'un autre 5 mois plus tard. Donc, je pourrais voir Henry Cejudo obtenir des takedowns, mais je pense que ça va être chose plus difficile à faire qu'à dire. Plus difficile à faire qu'à dire. Oui, c'est ça. Non, la phrase faisait pas de sens dans ma tête. Fait que ça va être tough pour Henry de 1 le takedown, vu le progrès que Talbot a fait, mais vu son gabarit, vu sa physicalité, et bonne chance pour le maintenir au sol. Donc, je pense que Peyton Talbot va être capable d'annuler cet aspect-là pour la plupart. Debout, je pense que Talbot, avec sa portée, il va avoir l'avantage de power. Probablement un avantage technique, striker très dangereux. Je pense qu'il va être capable de edger. Ça va probablement aller à la décision, mais je pense que ça va peut-être être plus serré que ce que les odds indiquent. Cejudo pourrait peut-être voler un round. 2, ça me surprendrait, honnêtement. Je pense que Talbot va être capable de gagner, mais encore une fois, aux odds actuels, je trouve ça un petit peu wild. Donc, mon pick officiel, ça va être Peyton Talbot par décision ici. À mon avis, il va envoyer Henry Cejudo à la retraite, probablement par décision. Combat suivant, on a Brandon Moreno, ancien champion également, contre Tatsuro Taira, le prospect. Si on regarde un petit peu, 23-8-2 pour Moreno, 17-1 pour Taira, qui est le léger favori. 31 ans, 25 ans, combat chez les flyweight. Les deux ont la même taille et la même portée. On aime ça voir ça. Communauté un petit peu plus du côté de Moreno, donc ce qui ne reflète pas les odds actuels. Était à plus 110 ici, mais ça s'est resserré. Je pense qu'il est plus dans les environs de plus 105. Et honnêtement, je pense que je vais aligner du côté de Brandon Moreno ici. Brandon qui opère au top de la food chain également depuis très longtemps.
Sa fameuse quadrilogie contre Figueiredo. Toute qu'une histoire. Mais bref, il s'est battu contre les meilleurs de la division. Il s'est battu, je pense, 2 ou 3 fois contre Pantoja. 2 listés sur UFC, mais peut-être une fois à Ultimate Fighter également. Rival, Cara France, name it, ok, il a affronté toutes les meilleurs de la division. Combattant extrêmement complet, super striking, sa boxe est slick, il est tellement smooth, détendu, travaille bien le corps, un bon volume, bonne défensive également à mon avis. Mais aussi un très bon ground game. Il est capable de mixer les takedowns par-ci par-là s'il commit to it. Mais il est difficile à amener au sol et contrôler aussi. Donc je pense que combattant très très complet, probablement un des plus gros tests de Taira à ce jour. Tatsuro Taira, excellent prospect, tout jeune. Il a passé à travers tout le monde comme dans du beurre là, au début de sa carrière jusqu'à Rival ici. On le connaît pour son ground game principalement, mais tout de même, KO sur Carlos Hernandez, qui était assez impressionnant. Je pense que c'était la première fois que Carlos se faisait knocker en carrière. Mais Taira, on ne sera pas de cachette. Son ground game, s'il est capable de donner un takedown et de prendre le dos, un peu à la Grant Dawson, on a parlé plus tôt, il va banker le round probablement là, dans le back. Son back take est excellent. Contre du lower level, il va passer à travers tout le monde, c'est sûr et certain, mais là, il y a un gros step-up en compétition. Et on a vu ce qui est arrivé, son premier step-up en compétition massif contre Rival. Il a perdu, décision partagée, il a tout de même donné une bonne opposition. Très bon combat pour de vrai. Là. Allez le voir si vous voulez plus de détails, là. Mais Fight of the Night, c'est pas pour rien. Très bon fight, mais Tatsuro Taira qui a perdu contre Rival, le vétéran. Et là, il se prend contre un ancien champion, un autre vet, qui est, à mon avis, pour lui, un match-up aussi dur, sinon un peu plus que Rival. Donc, à quel point Taira va avoir, amélioré sa game, mais aussi appris de cette défaite-là. C'est sûr que c'est un 3 rounds, là, pas un 5. Je pense que j'aime un petit peu mieux ça pour Taira, le fait que ce soit un 3 rounds. Sur un 5, Moreno, je pense que ça serait un pick un petit peu plus sûr là, de mon côté. Mais écoutez, Moreno, il ne sera pas facile à amener au sol, il ne sera pas facile à contrôler. S'il prend le dos, il va probablement perdre le round, c'est sûr et certain à mon avis. Mais debout, c'est Moreno qui a le edge. Je pense qu'il est un petit peu plus complet dans son footwork, dans ses combinaisons, dans sa boxe, ses comptes, etc. Donc, donnez-moi l'ancien champion à plus money. Je pense que ce combat-là, il devrait être soit 50-50 carrément, ou même Brandon Moreno légèrement favori pour de vrai. Vu son expérience qu'il a accomplie. Puis je pense pas qu'il est wash by any means. Là, il a 31 ans, je veux dire. Brandon Moreno aussi, là, il a encore la capacité de faire du progrès. Puis il a également fait tout son fight camp, si je ne me trompe pas, avec Mikey Musemichi. Mes Jiu-Jitsu guys, vous pourrez me corriger, là, pardonnez-moi si j'ai massacré son nom, mais vous savez exactement de qui je parle. Et je ne vois pas qui pourrait être un meilleur partenaire d'entraînement pour se préparer à un combattant qui est dangereux au sol comme Tatsuro Taira. Donc, give me Brandon Moreno à plus money. Est-ce que je vais venir à le bêter? Je ne sais pas. Mais je vous avoue que ça titille mon esprit là, depuis le début de la semaine. Moreno, décision. Ça va être mon official pick pour ce combat-là. Alright. On est rendu à la demi-finale. On a Alexandre Pantoja qui défend son titre contre Joshua Van. Un autre combat chez les flyweight. On a Pantoja 30 victoires, 5 défaites, 15-2 pour Van qui est un underdog dans ce combat-là. Je comprends pourquoi. 35 ans, 24 ans. C'est fou, 24 ans, title shot, l'expérience qu'il y a. 5-5, 5-5, la portée avantage pour Pantoja. La communauté du côté de Pantoja. Et c'est également mon avis. Et c'est un combat où je ne suis pas biaisé du tout parce que Joshua Van, c'est un de mes combattants préférés dans la division. Je l'ai backé dans presque tous ses fights. Il m'a fait rapporter des gros bets. Entre autres, son round 3 KO contre Diego Bruno Silva. Bref, Joshua Van, un combattant que j'adore, je vous l'ai dit, mais je pense que Alexander Pantoja, c'est too much too soon pour lui. Pantoja qui est une absolute menace au sol. Non seulement il y a une bonne lutte, il y a des takedowns dans tous ses combats,
Mais des fois, il n'y a même pas besoin du takedown pour aller chercher le dos. Un peu à la Taira, on a parlé avant, c'est un maître dans cet art-là. Une fois qu'il take le back, il est extrêmement dangereux. Oui, c'est un master du rear naked choke. Je pense que la grande majorité de ses wins sont par soumission et par rear naked choke d'ailleurs. J'ai plus le nombre exact devant moi. Mais je pense pas que ça va être différent ici dans ce combat-là. Pourquoi? Joshua Van, c'est un striker exceptionnel. Si ça se passe debout, j'y donne le edge. Oui, Pantoja est bon. Il a un power même sous-estimé, mais il n'a pas la meilleure défensive. Et Joshua Van, il a une boxe beaucoup plus clean. Ses counters sont incroyables. Il a un meilleur volume. Il travaille bien le corps. Donc, je ne vois pas pourquoi Pantoja voudrait échanger sur une longue période. Puis du côté de Joshua Van, je viens de le dire, c'est un striker exceptionnel, mais son jiu-jitsu, sa lutte, c'est un work in progress. Il a dit, vous voyez, il a fait son UFC début en 2023, ce qui est assez récent. Et il a été vocal, il en a parlé, je ne me trompe pas, il a commencé à lutter 6 mois avant son UFC début, ce qui est quand même fou. Donc, il n'y a pas beaucoup d'expérience en lutte. Là, il est contre un très très bon lutteur en Pantoja. Et son jiu-jitsu, je pense que je me souviens plus son grade, si c'est ceinture mauve ou brune. Mais je pense qu'Alexander Pantoja, il est 4-5 niveaux au-dessus. Je crois pas que Joshua Van ait les outils nécessaires pour rivaliser avec un Pantoja au sol, clairement pas. Puis à l'inverse, je pense que Pantoja est capable d'échanger, peut-être pas dominer debout, mais il y a ce qu'il faut pour, je crois, pour rendre ça compétitif là, on the feet. Puis quand il va réussir à amener le combat au sol, je crois que c'est game on, puis qu'il va réussir à choke Joshua Van. À 24 ans, il fait du progrès rapidement. Il a déjà une expérience de malade pour de vrai. Là. Je pense que Joshua Van il a toutes les qualités pour être champion dans la division, mais pas maintenant. Donnez-y 2, 3 ans, 4 ans. Joshua Van va probablement être on top, à mon avis, mais c'est too much too soon là, pour moi. Je pense que Pantoja va le sub. Je l'ai d'ailleurs parié au début de la semaine. Si on va regarder les nombres, j'ai Pantoja par soumission à plus 190. Je pense que les odds ils ont vraiment bump down. Là. On va regarder pour être sûr. Là. Mais oui, vous voyez, Pantoja sub, il est rendu à plus 110, plus 140, plus 148. Donc à plus 190, je pense que c'était un excellent bet. Et je crois vraiment que c'est le scénario le plus probable. Par contre, advenant le cas que ça ne se passe pas, on a déjà vu Pantoja fatigué au fil du combat. Souvent, Pantoja, c'est le style de gars que oui, il va fatiguer, il va gas out, mais il va push through it. Il va continuer de se battre, il ne va pas give up, clairement pas. Puis à l'inverse, on a Joshua Van qui semble avoir un cardio infini. Je pense qu'il build toujours au fil du fight. C'est une menace au 3e round. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas une menace au 4 et au 5e. Donc si on se rend dans les rounds de championnat et Pantoja fatigue, il n'est plus capable d'avoir ses amenés au sol, je pense que Joshua Van est extrêmement live pour knocker Alexander Pantoja. Je serais extrêmement surpris que le combat se rende à la décision. J'en ai parlé plus tôt, là, le McKenny Duncan under 1.5 round. Eh bien, je l'ai parlé avec Pantoja, fight don't go to decision, pour un bon petit even money ou presque. Donc, c'est un side que j'aime beaucoup également dans ce duel-là. But pour le official pick, give me Pantoja and still par sub. Et mesdames et messieurs, nous sommes rendus à la finale de UFC 323. Le rematch, on a Merab Dvalishvili versus Petr Yan. Merab 21-4, Yan 19-5. Gros favori pour Merab, 34 ans, 32 ans. 5 pieds 6, 5 et 7. Léger avantage de taille pour Yan, mais léger avantage de portée pour Merab. La communauté est largement du côté là, de Merab. On est loin de leur premier affrontement. J'en ai parlé plus tôt cette semaine sur Instagram, vous avez peut-être vu. Mais si on regarde là, Merab, le premier affrontement contre Petr Yan, c'était un underdog à plus 220, plus un favori à genre moins 450. Donc on a eu la table à le tourner, on va le dire comme ça. Du côté de Merab, écoutez, depuis leur premier affrontement, il a été non seulement beaucoup plus actif, mais il a également décroché l'or. Il a défendu sa ceinture déjà 3 fois cette année. 4e défense de titre en 1 an. C'est sûr que c'est une grosse activité. C'est un couteau à double tranchant.
D'un côté, c'est sûr que ça le garde sharp côté skills, côté mind. C'est de la grosse expérience, je veux dire, qu'il a acquérie pendant ces fêtes-là. Mais d'un autre côté, ça peut être dur un peu sur le body de couper ce poids-là 4 fois dans l'année. Non seulement de le couper, mais d'aller à la guerre. Je veux dire, 5 rounds avec Umar. O'Malley, deuxième fight, il a choqué au troisième. Peut-être un combat qui a weigh un petit peu moins sur lui, mais sinon une autre guerre de 5 rounds avec Corey Sandhagen récemment. Donc, hâte de voir comment ça va turn out, mais je pense, je pique Merab, clairement. Là. Merab, ça va être mon side jusqu'à ce qu'il perde. Je suis pas mal sûr de ça. C'est un combattant sur lequel je suis high depuis longtemps. Tout le monde l'aimait pas. Un peu à la Belal Muhammad. Tout le monde disait, bon, il fait juste obtenir des takedowns, des boring décisions. Mais moi, je l'aimais déjà à cette époque-là parce qu'il me faisait cacher des beaux tickets à plus money comme underdog à chaque fois. Finalement, turns out, c'est le real deal. C'est la cardio machine. Output incroyable. 20 takedowns, on l'a vu ici. 114 coups significatifs. Puis le premier combat contre Petrian, je pense que c'est les stats les plus impressionnantes que j'ai vues de toute ma vie. Là. 202 strikes, 49 takedown attempts, puis il y en a eu 11, c'est assez fou. Je pense qu'on va avoir un scénario semblable, mais à mon avis, ça va être un petit peu plus compétitif que le premier affrontement. Pourquoi Yann était blessé dans le premier? Je sais, il y en a qui disent que c'est juste des excuses, des défaites. Mais si vous allez voir le combat actually, Yann, il lance, je pense, peut-être 10 mains arrière dans tout le combat. Il y a vraiment quelque chose qui cloche pour de vrai. Il y a vraiment une blessure, c'est sûr et certain. Il n'était pas à 100%. Est-ce qu'il va l'être demain? On ne sait pas plus. Je pense que le outcome va être le même. Merab va gagner par décision, à mon avis. Mais je vois un fight plus serré là, que ce que les odds impliquent, légèrement. Je pourrais voir Yann aller voler un round, peut-être même 2. Mais ultimement, je pense que Merab, à la Merab, comme il fait toujours, sa pressure, son cardio, son pace, il va être capable de edger de cette façon-là. C'est le même que je vois le fight played out. Puis on a parlé de l'expérience depuis. Vous voyez, depuis qu'ils sont affrontés les deux, Yann, il y a 3 combats. Il y a Son Yadong, qui est un bon prospect de la division, oui, ok. Mais pas nécessairement un niveau comme Merab. Après ça, Wash Davison Figueiredo et Marcus McGee, qui est un bon prospect, mais c'est tous des combattants qui ne vont pas nécessairement vous préparer ou vous améliorer votre skill set pour un fight contre Merab. Je dis un combattant, mais des expériences plutôt. Tandis qu'on l'a dit plus tôt, Merab, il combat au top de la division là, depuis là, Henry Cejudo, Sean O'Malley, Umar, Sean, Corey. Donc, à mon avis, Merab, il va edger ça. Il va avoir la décision par 1000 takedowns s'il faut, mais il va gagner ce combat-là, je crois. Un pick assez confiant pour ma part. Fait que voilà, gang, c'est ce qui complète UFC 323. Demain, je vais sortir mes official picks, pas mes bets, mes picks sur Instagram demain. Si jamais vous en voulez plus de bets, vous savez où est-ce que ça se passe, c'est Patreon. Sinon, je vous souhaite une excellente carte ce samedi. Soyez responsables et faites beaucoup d'argent. Peace!